Yo! On est le lundi. J'ai eu 3 heures, non, j'ai pas eu 3 heures, j'ai eu 4h30 de cours ce matin. 3 heures de littérature du XVIIIe siècle, où on a continué à approfondir l'étude de la religieuse de Diderot. Et puis, 1h30 de linguistique. Et là, c'est ma pause. Je me suis pris un genre d'omelette avec du riz. Et en dessert, une petite tarte vegan. Putain, faut que je vous montre. C'est les tartes de Monatura. Et genre, c'est vegan. Là, j'ai pris framboise pistache, meilleur combo de l'univers. Et donc j'ai goûté ça, on va faire un crash test. Voilà, après là j'ai 3 heures de pause. Il faut absolument que j'aille à la BU ensuite pour réviser sur la chartreuse parce que mercredi j'ai une disserte. Ça me stresse. Ok, crash test. On va goûter ça. Elle est trop belle en tout cas. Hein. Tu ris, j'adore. Putain, c'est bon. Putain, j'aime trop. Et en plus, c'est nouveau ça. Hein. Pendant des années, il n'y avait aucun prestataire qui proposait de la nourriture végane. Mais là, ça doit faire quoi, 2 ans, je crois. J'en connais 2 qui se sont lancés. Bah, elle là, Monatura. Et il y en a une autre, je crois que c'est Veggies. Veggies, je sais plus. Je lui avais commandé aussi des plats trop bons. Donc ouais, ça fait plaisir, un peu de bouffe végane sur cette île là. Après, je suis pas végane. Je suis même pas végétarien, à mon grand désarroi. C'est un objectif ça sur le long terme. J'aimerais bien au bout d'un moment être totalement végétarien. Mais là, j'y arrive pas. Mais ne serait-ce que diminuer sa consommation de viande drastiquement, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et que je fais déjà dans mon quotidien. Par exemple, toutes mes courses sont végétariennes. J'achète jamais de viande. Et pourquoi j'ai envie de manger moins d'animaux? Ben en fait, ça me paraît ridicule là, quand je le dis à haute voix, ça me paraît évident, mais c'est c'est une question d'éthique. Moi, ça me pose un problème moral de manger des animaux à tous les repas, tous les jours. Je trouve ça horrible. Mais bon, après, ça veut bien dire que là, je suis pas totalement aligné avec ma morale, hein, puisque je continue d'en manger. Mais bon, c'est un idéal que j'essaie d'atteindre au maximum, que j'atteins pas toujours, mais en tout cas, j'essaie de faire des efforts. Donc voilà. En fait, là, je suis garé dans un parking, à un parc. Et il y a plein de gens qui sont garés à côté de moi qui me regardent. Ils me ziotent de ouf. C'est bizarre aussi ce que je fais quand même. Hein. Franchement, parler à une caméra, c'est vraiment bizarre. Hein. Et je m'habitue de plus en plus. Plus je fais des vlogs et plus je m'habitue à parler à une caméra. Mais c'est quand même super chelou comme concept. Bref. Bon, j'ai fini ma tarte. Et voilà. Yo, on est mardi. Aujourd'hui, j'ai pas cours. J'ai cours, mais j'ai séché. Parce que là, j'ai 3 heures d'atelier d'écriture ce matin. Mais demain, j'ai 2 examens. Une disserte en littérature du 19e. Sur ce pavé de la mort. Et J'ai quoi d'autre? Un examen en latin. Donc j'ai décidé de sécher, c'est pas bien je sais, mais il faut absolument que je révise à fond aujourd'hui, donc je vais faire ça. Je vais commencer par mon latin, mais ça va, hein, le latin j'ai été régulier, donc là on travaille encore sur la première déclinaison, sur l'emploi du parfait et du vocabulaire à apprendre, mais c'est que du rappel. Donc là je vais commencer par ça, et ensuite... j'avais dit que j'avais relu la chartreuse, j'ai commencé et j'ai fini la première partie, sauf que là il me reste encore 300 pages. Vous vous doutez bien que je vais pas lire 300 pages en une journée et que je suis pas certain que ce soit très efficace. Donc je me suis imprimé un résumé que je vais lire et relire encore et encore
pour pouvoir fixer l'intrigue dans mon esprit. Et aussi, j'aimerais faire établir des schémas actentiels. Et je vais essayer de faire ça pour tous les personnages principaux. Donc, je vais faire ça à fond. Et aussi, comme c'est une dissertation, ça me stresse tellement la disserte. Je crois que c'est vraiment l'exercice qui me stresse le plus en lettres. Parce que le commentaire, ça va. Le commentaire, ça va. Vous avez votre texte, vous avez quelque chose sur quoi vous appuyez. Alors que la disserte, c'est que de la réflexion et c'est vous avec vous-même. Même si évidemment, il y a une question qui vient tracer le chemin de la réflexion. Néanmoins, je me sens pas à l'aise. Je sens que je maîtrise pas bien l'exercice. D'autant plus que là, au premier semestre, on a fait qu'une seule dissertation. Donc ça me stresse, mais je vais tenter de... Enfin non, je vais pas tenter, je vais le faire. Je vais regarder des méthodologies sur YouTube et aussi sur des sites spécialisés. Et voilà. Donc on va faire ça. C'est parti. Pour apprendre le latin, j'utilise un tableau effaceur. Et ça a été une révolution dans mon apprentissage. Parce qu'en fait, avec cet outil, ça vous permet de faire comment on appelle ça? De la mémorisation active. C'est-à-dire que si par exemple, tu dois prendre par exemple là, du latin, ou même une leçon, bah, au lieu d'être passif et de lire encore et encore la leçon, tu lis ta leçon, tu fermes ta leçon, tu notes tout ce que tu as retenu, premier jet, et ensuite tu compares ce que tu as retenu et le contenu de ta leçon. Et tu fais ça encore et encore jusqu'à ce que ce soit fixé dans ton crâne. Et je trouve que c'est vraiment un super outil. Comme ça, tu gaspilles pas de feuilles. Et puis, on pourrait faire ça sur l'ordinateur, mais l'inconvénient avec l'ordinateur, c'est que c'est pas manuscrit. Et il me semble que le cerveau retient beaucoup plus facilement quand on écrit des informations qui sont manuscrites. Donc, super outil. Si vous savez pas trop comment vous organiser dans vos révisions, testez. Et c'est vraiment la méthode que j'utilise pour réviser tout le par cœur, donc le grec, le latin, la grammaire, mais aussi les leçons dans une certaine mesure, quoique en lettres, il n'y a pas vraiment de par cœur en littérature. Et pour l'apprentissage des langues, c'est très précieux. Donc voilà, j'ai révisé mon parfait, mes déclinaisons, non c'est pas des déclinaisons, mes différents groupes de verbes, et là je vais réviser le vocabulaire. Il est 15 h, je viens de rentrer de l'université, j'ai fini mes examens. J'avais une dissertation ce matin en littérature du 19e. Et cet après-midi, j'ai eu 1h30 d'examen pour le latin. Je vais vous lire mon sujet de disserte. En vrai, ça va, c'était un bon sujet. Enfin, c'était un bon sujet, c'était pas compliqué, quoi. J'étais pas totalement décontenancé quand j'ai retourné ma feuille, quoi. C'était une citation. Nous pourrions qualifier la Chartreuse de roman d'évasion, tant ce thème semble être un des thèmes dominants de l'œuvre, dit Jean-Paul Santerre dans la leçon littéraire sur la Chartreuse de Parme. Et j'ai fait un plan en 3 grandes parties et 2 sous-parties par grande partie. Par contre, j'ai pas eu le temps de faire ma conclusion. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, c'est un mystère, mais on n'a que 3 heures pour disserter en première année. Et c'est qu'à partir de la 2e et la 3e année qu'on a des créneaux de 4 heures pour disserter. Je comprends pas la logique derrière ça, parce que du coup, c'est toujours... Enfin, mes dissertes, elles sont toujours bâclées. C'était comme au premier semestre. Pareil, en littérature comparée, on avait une disserte et j'ai pas pu finir ma disserte. Donc, un peu frustrant, mais je suis quand même content de moi. Je pense avoir fait un bon devoir. Je pense que mes idées, elles étaient bien. Enfin bien, elles étaient pertinentes, cohérentes. Mais je crois que j'ai un problème, en fait, dans tout ce qui est... l'étape du brouillon en fait. Organiser sa pensée au brouillon,
aussi bien introduire ces exemples et bien les analyser. Je crois que j'ai un peu de mal à faire ça. Mais bon, je suis qu'en première année, je vais apprendre, je vais m'améliorer. En tout cas, c'est fini. Et en latin, ça a été des déclinaisons, du vocabulaire, questions de cours, tout ça. Ça a été, et je pense que j'ai tout donné, franchement. Enfin, j'ai tout donné, mais je pense que j'ai tout défoncé. Il y a juste une erreur que je suis certain d'avoir fait. Mais sinon, je pense que j'ai tout réussi. On verra ma note, hein. Peut-être que j'ai fait des erreurs qui m'ont échappé, mais je suis assez confiant pour le latin. Et voilà, enfin libéré. Franchement, cette sensation d'apaisement quand tout le stress redescend, quand vous quittez la salle d'examen, c'est incroyable. Demain, normalement, je crois que j'ai que du grec ancien l'après-midi. Donc je vais me détendre et je vais aller patauger dans ma piscine. J'ai envie d'aller à la mer. Est-ce que j'irai pas à la mer? Je vais aller à la mer. Aujourd'hui, il s'agit de revendiquer le droit au Sénat. Yo, on est vendredi, j'ai pas du tout filmé hier parce que j'étais très occupé et que j'avais aussi des travaux à la maison, donc c'était vraiment pas l'idéal pour sortir ma caméra. Mais je voulais faire un petit retour de ma lecture que j'ai faite mercredi lorsque j'étais à la plage, puisque j'ai relu une nouvelle qu'on retrouve dans le recueil Noces de Camus, qui s'appelle Retour à Tipasa, que j'avais lu il y a peut-être 3 ans et que j'avais adoré, mais que j'ai complètement oublié parce que j'ai une très très mauvaise mémoire, pour ce qui est des lectures en tout cas. Et c'était absolument merveilleux. Dans Retour à Tipasa, en fait, Camus nous fait le récit de son retour à Alger après avoir passé quelques temps en France. Et donc il retourne dans son village d'enfance à Alger et il va tenter de retourner sur le site de Tipasa, qui est un site où on va retrouver des... comment on appelle ça? Où on va retrouver des ruines romaines. Et c'est un site sous lequel il a vécu beaucoup de moments de joie intense et de grand bonheur lorsqu'il était enfant. Et donc il va y retourner 15 ans plus tard dans l'espoir de refaire une seconde fois l'expérience du bonheur qu'il a ressenti là-bas. Et donc il nous fait une description des lieux de ce site à Tipasa et c'était tellement bien de lire ces descriptions lorsque j'étais à la plage et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de similitudes, de correspondances entre la description qu'il faisait de ce site et Tahiti. Et je pense que ça c'est lié au fait que Camus c'est un homme de la Méditerranée puisqu'il a grandi en Algérie française. Du coup, il a grandi face à la mer, face à l'horizon, dans un climat qui est chaud. Et ça se ressent dans la manière dont il en parle. Il décrit ici c'est une ode en fait au lien charnel qui existe entre la nature et l'homme. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. Honnêtement, je trouve que on parle très peu du style de Camus et bien souvent, quand on parle de son style, on dit que c'est un style qui est très impersonnel, très froid, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver, hein, notamment dans l'étranger. Mais honnêtement, Les Noces et Retour à Tipasa, c'est des textes qui sont véritablement lyriques et extrêmement poétiques, puisque dans ses descriptions, comment dire, il entremêle en fait ces descriptions de monologues intérieurs dans lesquels il va y avoir une tonalité plus réflexive et philosophique sur le sens de la vie, la quête du bonheur. Et ici, il nous dit que
la quête du bonheur, c'est celle-ci. C'est le fait de... C'est comme en fait une sorte de mort de l'ego, une mort de l'individualité où vous vous trouvez sur un site entouré de la nature, dans une nature qui est luxuriante, qui est radieuse. Et la beauté, elle est telle que vous finissez par vous oublier totalement et par vous perdre, par vous confondre dans cette nature qui s'offre à vos yeux. Et c'est une expérience que moi j'ai fait lorsque j'ai fait cette lecture à la plage. J'avais le soleil au-dessus de ma tête, le sable qui se collait à ma peau avec l'eau de la mer et l'horizon à perte de vue où le ciel semble totalement se confondre et semble ne faire plus qu'un avec l'océan et vous êtes perdu dans cette unité qui est magnifique et qui est luxuriante et c'était... Enfin j'en parle très mal, je sais pas, je crois que j'ai l'impression que j'en parle très très mal mais c'était un grand moment esthétique de lire ce texte lorsque j'étais à la plage. Et si vous lisez, vous connaissez cette sensation où vous tombez sur une phrase qui vous transperce le cœur et vous touche l'âme, et à tel point que vous en avez les larmes aux yeux et vous en êtes ému. Et c'est vraiment, c'est une expérience que j'ai faite il y a 2 jours et c'était absolument merveilleux. Et d'ailleurs, je pense que Noce, c'est un de mes livres préférés. Ça fait absolument partie de mon panthéon en tant que lecteur. Et Camus, c'est vraiment un auteur dont j'aimerais approfondir l'œuvre. Et d'ailleurs, j'aimerais tout lire de Camus. Et puis aussi, le motif du ciel qui est repris et qui agit ici comme un remède au désespoir. Et il le dit ici, hein. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance. Comprenez enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. Et ça aussi, moi, c'est quelque chose qui fait écho en moi, puisque dans sans rentrer dans les détails bien sûr, mais dans toutes les périodes difficiles que j'ai eues dans la vie, où j'ai été dans des états un petit peu qu'on pourrait qualifier, je pense, de dépressifs, et bien j'ai toujours trouvé, dans ces moments-là, un réconfort dans le bleu du ciel. Et même dans des situations avec moins de gravité, mais juste quand vous avez passé une journée de merde au travail, que le quotidien vous pèse et que la vie c'est compliqué, où tout est difficile à faire, vous rentrez chez vous et vous posez les yeux sur le ciel et je sais pas, rien que la vue du ciel, c'est tellement thérapeutique. C'est tellement thérapeutique. Et Camus, il en parle et je trouve que c'est très juste. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière! C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Si ça ne vous a pas donné envie de lire ce texte, je ne peux rien pour vous. C'est une vidéo. Salut,
On est samedi et je fais mon montage petit à petit en fait chaque jour. À chaque fois que je filme une séquence, je fais mon montage pour gagner du temps. Et je viens de faire mon montage là de la séquence où je parle du texte de Camus. Et je trouve que j'en parle tellement mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre mes phrases, que mon propos il est pas clair et qu'au final je parle même pas vraiment du texte de Camus. Et je m'étais même dit, est-ce que je vais pas supprimer la séquence et la refilmer pour essayer de faire un truc un petit peu plus clair? Et j'ai la flemme, honnêtement, j'ai grave la flemme. Mais ouais, je voulais parler un peu de ça. Je suis toujours très admiratif des gens qui parlent de leur lecture et de littérature sur YouTube. Et ça me donne envie, moi j'aimerais vraiment faire ça davantage. Et en même temps, je trouve que c'est tellement compliqué de parler de ces lectures. Et vraiment d'en dire quelque chose d'intéressant, de faire des bonnes analyses, et de pas faire de contresens aussi, ça c'est une grande peur que j'ai de faire des contresens. Et je pense que c'est accentué par le fait que je fais des lettres, je suis un étudiant en lettres et j'étudie la littérature. Donc je me mets un peu une pression et je me dis que en tant qu'étudiant en lettres, je devrais être en mesure en fait de parler avec beaucoup d'éloquence et de faire des super analyses sur les textes que je lis. Alors que, faut que je sois honnête avec moi-même. Et puis après, c'est normal parce que je suis que là au deuxième semestre, on n'a même pas fini la première année. Donc j'ai tout à apprendre. Mais justement, je me rends quand même compte de... Je vois en fait, j'observe que j'ai pas les outils d'analyse et les outils intellectuels pour tout capter en fait à ce que je lis. Moi, il y a plein de choses que je lis que je comprends pas du tout. Et parfois, j'aime des textes et je suis incapable d'expliquer pourquoi je les aime. Et ça me frustre tellement. Et là, c'est un peu ça avec le texte de Camus. Je trouve que je l'ai tellement aimé, ça se ressent dans la séquence, j'en parle avec beaucoup de passion, mais je trouve que j'en parle mal. Et parfois, je me dis que j'y gagnerais à scripter les parties où je fais des retours de lecture. Mais je sais pas si je vais le faire, hein. Franchement, un peu la flemme. Et puis je me dis, il faut que je me détende. Il faut que je me détende, c'est mes toutes premières vidéos, c'est la première fois que je fais ça. Et c'est en faisant qu'on apprend, hein, comme on dit. Donc j'essaye de changer mon mindset et d'être un petit peu plus optimiste et positif, en me disant que je vais faire mieux à l'avenir. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça, de mon stress quant au fait de parler de mes lectures sur YouTube. Et c'est aussi lié à la peur d'être ridicule, quoi, de paraître ridicule. Surtout, je l'ai dit, hein, mais par rapport au contresens, j'ai tellement peur de faire des contresens quand je parle de mes lectures. Donc ouais, voilà. Mais bref, sinon, on est samedi, je vais réviser mon anglais parce que j'ai, comment on appelle ça, j'ai un examen lundi. Et il faut aussi absolument que je finisse de lire l'illusion comique de Corneille ce week-end parce que on commence à vraiment bien travailler sur l'œuvre là en dramaturgie classique, donc il faut que je termine de la lire. Donc voilà, je vais faire ça. Et voilà, je pense que ce vlog touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.